Bonjour à tous, c'est un épisode un peu particulier que je vous propose aujourd'hui. Pour la première fois dans Banmi Podcast, un épisode crossover avec un autre podcast et c'est avec La Reprise, créé par Tinuan Femme. Nos projets médias sont accompagnés par l'incubateur le Media Lab 93 qui nous a proposé une carte blanche au Ground Control pour le printemps du podcast sur le thème « Prendre sa place ». Alors, La Reprise, c'est le podcast qui explore la relation de la parentalité et du travail, et notamment la reprise du travail après la naissance de l'enfant. Pour cet épisode unique, nous avons une invitée que vous connaissez sûrement et qui correspond parfaitement aux thématiques de nos podcasts respectifs. Je vous laisse découvrir de qui il s'agit dans quelques secondes. Avant de lancer l'épisode, si vous voulez continuer à faire vivre Banmi Podcast et voir de nouveaux contenus audio et vidéo, vous pouvez nous soutenir sur la boutique Hello Asso avec les créations des illustratrices Banmi et vous y trouverez des t-shirts, des affiches, des cartes postales illustrées. Et en fait, toutes vos contributions nous permettent de faire vivre le média associatif et entièrement bénévole. Donc merci pour vos commandes que nous avons déjà reçues et merci d'avance pour les futures. Sans plus attendre, voici l'épisode 32 enregistré en live avec un public au Ground Control en crossover avec La Reprise. C'est parti! Bonsoir, bienvenue dans La Reprise et dans Banmi Podcast. La Reprise, c'est le podcast qui s'intéresse à cette période nébuleuse qui précède et qui suit la fin du congé maternité et paternité et la reprise, ou pas, du travail. Lorsqu'on se met à redéfinir ses priorités au moment de sortir de la bulle créée autour de son bébé. Je suis Tinuan, la créatrice de ce podcast. Je veux aider les parents à mieux se préparer à cette nouvelle vie. Et je veux aussi contribuer à faire bouger les mentalités sur le sujet, à déconstruire l'injonction à la performance qui passe trop souvent sur cette période. Banmi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Je suis Grace, pose-toi avec nous et écoute ce qu'on a à te partager. Banmi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Banmi Podcast se déguste sur le pouce, entre amis ou en famille, à toute heure de la journée, pour partager un bon moment et échanger sur des parcours de vie inspirants liés à l'Asie. Banmi est un podcast créé et réalisé par Linda Nguyen et je vous retrouve un dimanche sur deux pour un nouvel épisode. Pose-toi avec moi et écoute ce que je t'ai préparé. Alors bonsoir à tous et bienvenue dans cet épisode inédit en crossover Banmi Podcast, donc avec moi-même et La Reprise avec Tinuan Femme. On a la chance aujourd'hui d'être accompagné et filmé par Sébastien Kong et son équipe, donc merci à Marie et à Nicolas d'être avec nous. Tinuan, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on a choisi Gracely pour ce crossover ? Bien sûr. Alors pour ce crossover, il nous fallait un ou une invitée qui évidemment réponde à son parcours, fasse écho à nos sujets de prédilection. Et il fallait aussi que ça réponde au thème du printemps du podcast, c'est-à-dire prendre sa place. Et donc il nous fallait un parent qui a un fort lien à l'Asie et qui a trouvé sa place dans la société et dans son univers professionnel. Et en fait, très vite, le nom de Gracely est arrivé très vite comme une évidence. D'autant plus qu'avec Linda, on avait très envie, chacune de notre côté, déjà, depuis longtemps, d'interroger Gracely sur son parcours. Et donc, nous voilà. Et c'est avec un plaisir immense qu'on vous propose cette conversation à trois ce soir. Bonne écoute. Alors Gracely, tu es écrivaine, réalisatrice et tu animes aussi le podcast Kiffe ta race avec Rokhaya Diallo, le podcast qui explore les questions raciales depuis 2018, qui se décline aujourd'hui depuis janvier 2022 en livre aux éditions First. Vous posez notamment la question de comment déconstruire le racisme et quels sont les outils pour y faire face. Tu as récemment donné une masterclass sur nommer et surmonter le racisme anti-asiatique et du coup, en fait, moi, j'avais envie de savoir comment les questions de race, de lutte contre le racisme anti-asiatique, se sont-elles construites au fur et à mesure et sont aujourd'hui au cœur de tes actions et de ce que tu fais, en fait. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis hyper contente d'être là et avec le public du Ground Control et du printemps du podcast.
Alors, je pense que là, moi, ça fait maintenant 10 ans que, en fait, je cherche par tout moyen à m'exprimer. C'est-à-dire que je me dis, enfin, je pense à ce que j'ai envie de dire et comment je veux le dire. Et que ce soit par le biais d'un blog, par le biais d'une web-série, d'un roman, d'un podcast, d'un essai ou d'une nouvelle de fiction. En fait, ce que j'ai envie de... Je cherche en fait le meilleur moyen pour délivrer un message au moment où je le crée. Et je pense que quand on est dans la création, qu'on soit ingénieur, boulanger ou artiste, l'engagement, il fait partie de l'équation. On ne peut pas dissocier la création et l'engagement, puisque la création, c'est proposer une vision de la société, c'est proposer une vision de notre vie qu'on souhaite, et en espérant que ça va résonner chez les autres personnes, que ça va faire... que les personnes vont y adhérer, que ça va faire boule de neige. En fait, c'est ça, je pense, qui anime les personnes qui y créent. Et forcément, moi, les questions d'égalité et de justice, qui sont des thèmes qui me sont chers, elles se retrouvent, ces thématiques se retrouvent naturellement dans ce que je fais, parce que c'est un fil rouge qui se tricote tout seul lorsque on est en mouvement. Et je suis je suis contente de faire ça de cette manière-là. C'est génial, mais tu n'as pas toujours fait ça. Tu as eu une première vie en tant que juriste en entreprise à Paris puis à Londres. Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé vers là? Est-ce que c'est la maternité? Est-ce que tu as eu des enfants à ce moment-là dans le monde de l'entreprise? Est-ce que ça a changé ton regard? Et est-ce que le regard de la société et du monde du travail sur la parentalité a eu un impact sur ce que tu es devenu aujourd'hui? Alors, quand j'ai commencé à travailler, c'est vrai que c'était une autre vie. C'était il y a un certain temps déjà. J'étais en CDI dans une société, et j'ai travaillé dans le divertissement. Et déjà à l'époque, et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, c'est des sociétés où il n'y avait pas de mère. En fait, les mères étaient quasi inexistantes. Quand elles devenaient mères, elles disparaissaient. En fait, il n'y avait plus de place. Il y avait des pères et il y avait des jeunes sans horaire. Et donc, moi, quand j'étais en poste dans une société, dans un bureau, je travaillais dans un bureau, moi, la parentalité, c'était pas du tout dans mon radar, en fait, quoi. Moi, je voulais... en fait, j'avais envie de faire une carrière, rester tard le soir, boire des coups et rentrer après avoir fait un truc le soir, parce que je passais ma journée assise devant un écran. Donc, voilà. Et clairement... je ressentais, j'avais pas du tout le désir de devenir parent à ce moment-là. C'était pas du tout pour moi réel, quoi. Donc oui, après quand je suis devenue mère, il y a eu pour moi professionnellement, il y a eu un avant et un après la maternité. Mes enfants ont fait de moi une mère, et elles ont bouleversé mon existence, parce que elles m'ont projetée dans un univers parallèle dont je pensais pas que ça existait. Oui, donc ta maternité, en fait, a bouleversé au point de changer ta carrière à ce moment-là? Ça a eu cet impact-là? Alors, en fait, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, quand je suis tombée enceinte, pour la première fois de ma vie, j'ai été dans la planification. C'est-à-dire que, en fait, je pense que c'est un moment, quand tu es enceinte, je pense que c'est c'est un moment où tu es vraiment dans la projection, puisque tu as un bébé qui est en train de se fabriquer dans ton ventre. Et tu peux pas t'empêcher de te dire quelle personne ça va être, quelle personne ça va faire de moi. Tu es vraiment dans le futur, en fait. À la fois, tu es dans le présent parce que tu sens les coups de pied, et tu te dis, mais comment ça va se passer? Et donc, moi, quand j'étais enceinte, j'ai pas pu faire ce que je faisais avant, c'est-à-dire la fuite en avant, remplir mes journées de vide. Ça, c'était plus possible, en fait. Je pouvais pas me dire, c'est ça que je vais transmettre à mon enfant. Je veux transmettre la fuite et le vide. Non, en fait, c'était hors de question.
Et ça m'a permis de réfléchir en fait, sur moi. Et réellement, c'était la première fois de ma vie que je le faisais, vraiment. Et donc, c'est une bénédiction en réalité pour moi d'avoir eu ce moment dans ma vie. Ça s'est imposé à moi. Je ne me suis pas dit, tiens, je vais avoir une introspection et je vais faire voilà, le film de ma vie pour savoir si vraiment ça me plaît. C'est juste, ça m'est tombé dessus. Je me suis dit, oh là là. J'ai pas du tout envie de dire à mes enfants, maman elle faisait ça avant. Voilà, c'est vraiment comme ça s'est passé. Et donc la maternité, ça m'a permis de me dire, voilà, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu voudrais dire à tes enfants plus tard, si tu peux leur parler de ce que tu es, de ce que tu veux, du message que tu as. Et je me suis dit, j'ai pas du tout, je veux faire ça, je veux faire autre chose. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'écriture et donc et à m'intéresser aussi à qui je suis réellement, c'est-à-dire l'héritage culturel dans lequel j'ai toujours vécu et le fait que j'ai pris conscience que j'étais clairement dans le déni et j'étais dans une sorte de rejet total de qui j'étais. Et tout ce que je faisais à mon bureau, c'était que j'essayais d'être la plus lisse possible, j'essayais de rentrer dans tous les moules possibles. Et en fait, je savais même plus qui j'étais. Donc, c'est ça que ça m'a permis. Et donc, j'ai pu me reconnecter avec l'héritage culturel qui en fait, était en bataille en moi. Comme, tu sais, les deux pôles d'un même aimant dans ton corps. Donc, c'était vraiment une situation qui n'était pas non plus souhaitable. Et vraiment, je me suis dit aussi, j'ai pas du tout envie que mes enfants reçoivent ça comme cadeau. Voilà. Du coup, ta maternité, ça a vraiment été le déclic pour toi te reconnecter à ton lien avec l'Asie, avec ton héritage, c'est ça ? Ouais, c'est Comment ça s'est exprimé ? Ouais, c'est ça, c'est que donc c'était assez tard puisque j'avais déjà 27 ans quand je suis tombée enceinte pour la première fois et en fait moi j'ai toujours grandi dans un univers est-asiatique, c'est-à-dire que moi je suis chinoise du Cambodge, donc j'ai toujours baigné dans une famille. En fait, ma famille elle est assez ordinaire. Quand je dis ordinaire, c'est dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'elle coche toutes les cases des images qu'on se fait de la famille réfugiée de l'ex-Indochine française, qui a tout perdu, qui recommence à zéro, qui est modeste, qui parle peu, voilà, et donc moi j'étais dans cette famille-là. Et donc j'ai jamais eu l'illusion que j'étais pas asiatique ou que, enfin, tu vois, c'était pas. Quand je dis que j'ai fait un rejet, c'était que oui, clairement, j'étais pas. Il y avait un malaise. J'étais très sensible aux représentations qui m'étaient faites de mes communautés. Et toutes ces images que je vivais, elles étaient négatives, ou elles étaient réduites, ou elles étaient tronquées. C'était pas des choses qui étaient valorisées. Et moi, je le ressentais réellement ça. Et c'est ça qui a fait que j'étais dans une façon d'être où je voulais vraiment rendre presque annihiler cette part de moi. Et tout en sachant que ça c'était pas normal en fait, quoi. Mais voilà, c'était compliqué à vivre et j'avais pas les mots et j'avais pas de moyens. Et c'est vraiment quand je suis devenue mère que je me suis dit, bon, ça suffit en fait de trimballer ce bagage qui pèse sur mes épaules et qui me laisse pas en fait assez de place à qui je suis réellement. Et que je me suis dit, il faut vraiment que je taffe là-dessus parce que sinon, pire qu'une personne qui est mal à l'aise dans ses baskets, c'est une personne qui transmet le malaise à ses enfants. Enfin, c'est vraiment ça que je voulais pas être. Et plus précisément sur ton lien à l'Asie, toi, comment tu as reçu la transmission de la culture asiatique ? Enfin, même là, si tu nous disais que tu voulais la cacher, tu as eu quand même un moment où tu la recevais de tes parents, de ta famille, etc. Et aujourd'hui, comment tu la transmets à ton tour à tes enfants ? Donc comme en grandissant dans ma famille, dans mon entourage, la culture c'était la culture asiatique, chinoise, donc chinoise du sud et cambodgienne, enfin chinoise cambodgienne. C'était beaucoup de repas. Il y avait des repas. Il y avait beaucoup de gens chez nous. J'avais des tontons, des tatas qui vivaient là. Il y avait une grande importance de la langue. La langue était primordiale, c'était essentiel en fait dans la famille, donc il fallait savoir parler la langue de ma famille, qui est le cantonais. Moi je parle cantonais chez moi. Ouais.
Et il fallait aussi, très important, dans les pratiques, dans les rites, il fallait savoir comment nommer les gens. Ça, c'était hyper important de savoir dire cette tata, c'est du côté de ma mère, donc elle s'appelle comme ci. Ce tonton, c'est du côté de mon père, donc ça s'appelle comme ça. Et voilà, ça, c'était des choses qu'on enseignait aux enfants et qu'il fallait que les enfants performent, en fait, quand il y avait des repas. Ils disaient « Comment je m'appelle ?» Tata. Et donc ça, c'était très important. Et aussi, il y avait... en fait, donc il y avait beaucoup de monde, donc beaucoup de dialogue, beaucoup de bruit, et aussi énormément donc des choses positives comme voilà, des bons petits plats. Et aussi, bien sûr, enfin le revers de ça, c'est qu'il y avait aussi des gens qui se parlaient plus. Il y avait aussi grave du drama. Il y avait des blessures autour desquelles il fallait marcher sur des œufs. Voilà, il y avait des égos de ouf. Et les plans de table, ça devait être un enfer à faire, en fait, quoi. Et donc voilà, donc ça c'était évidemment c'est pas du tout comme ça que mes enfants grandissent, hein, puisque c'est plus comme ça que je vis aujourd'hui. Donc, mais j'ai toujours à cœur de les entourer de repas et de plats, et aussi le fait en fait, cette idée que en fait, la culture, c'est vraiment des moments que tu partages avec des gens qui te sont chers, et que ça fait des souvenirs en commun, et il y a que ça qui te reste à la fin de la journée, parce que voilà, c'est des choses qui se vivent et qui s'impriment en fait en toi, et qui font que voilà, c'est pas forcément une langue ou une manière de faire les choses, c'est vraiment tout ça à la fois. Et du coup, tu disais que finalement la maternité t'avait lancé dans une espèce de réinvention professionnelle en même temps qu'une réappropriation de ta propre culture asiatique. Tu t'es lancé du coup dans des métiers d'expression, c'est ce que tu disais, des métiers créatifs, des métiers aussi exposés, particulièrement avec le podcast aujourd'hui sur des sujets très politiques, dans une communauté qui est quand même une minorité qui est souvent perçue comme docile et silencieuse. Est-ce que ça fait des vagues dans l'entourage ? Comment ça a été perçu, cette évolution professionnelle, à la fois professionnelle et personnelle ? Alors moi, comme j'ai fait ce changement, ce switch assez tardivement dans ma vie, en fait, quand je suis devenue mère, en fait, quand tu deviens mère, tu deviens un adulte, en fait, pour les adultes. Donc, ça veut dire... donc moi, j'ai 42 ans, donc ça veut dire que mes parents, ils ont connu l'indépendance du Cambodge, ils ont connu Norodom Sihanouk, ils ont connu la guerre. Et donc, aujourd'hui, c'est moi qui prends soin de mes parents. Donc, en fait... Le fait d'avoir fait ce changement à un âge mûr, tardif, par rapport à... Ça m'a protégée, en fait. C'est sûr que je pense que j'aurais peut-être... j'ai pas été soutenue ni encouragée, mais j'en avais pas besoin en réalité. C'est-à-dire que j'étais déjà assez adulte dans ma vie pour ne pas avoir besoin de validation de la part de mon entourage. Mais si je l'avais fait plus tôt, peut-être que je n'aurais besoin et que je l'aurais pas eu parce que c'était perçu comme étant instable, ce qui est le cas. Hein. C'est un métier où on est précaire, où je ne sais pas combien je vais facturer à la fin du mois, je ne sais pas si la saison prochaine je serai reconduite, s'il y a un bad buzz, peut-être qu'on n'aura plus de saison. Voilà, c'est sûr qu'on est sûr de rien aujourd'hui, hein, mais donc oui. J'avais fait une web-série qui s'appelle Ça reste entre nous, où j'avais fait un épisode qui s'appelait La reconversion professionnelle, où on a recueilli les témoignages de personnes qui avaient fait des reconversions dans l'artistique, en fait, soit contre la volonté de leurs parents ou bien à l'insu de leurs parents. Donc il y avait Frédéric Shaw, Sophie Trem, Vuter Akam et François-Xavier Fan, que je salue et que j'embrasse fort. Et en fait, le point commun de tous ces témoignages, c'était qu'il y avait donc une forte pression, une forte attente sociale, familiale, lorsqu'on est enfant d'exilés et de réfugiés qui t'ont dit qu'ils ont tout sacrifié pour toi et qui, au nom du futur, étaient dans l'abnégation de leur propre être. Et donc ça met une pression de malade sur les enfants. Ils commencent leur carrière, leur vie professionnelle avec beaucoup de poids sur leurs épaules. Et ce qui est ressorti de cette conversation-là, c'est que ces personnes, elles ont fait des choix qui n'étaient pas les plus sécurisés pour la société.
et ils l'ont fait sans rupture avec leur famille. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de dialogues, et qu'ils ont ressenti ce besoin de... Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, mais ils avaient pris tous, dans des domaines très différents, le soin de ne pas décevoir leur famille, en fait. Et c'est assez délicat, en fait, comme changement. Et par rapport à la question de la minorité modèle, de ce mythe, ce qui a changé pour moi, par contre, c'est le fait que lorsque tu travailles, enfin, tu es dans une forme de création, quelle qu'elle soit, encore une fois, hein, c'est quand tu vas voir un banquier ou que tu vas voir quelqu'un qui va miser sur toi, et ben, moi, j'ai dû apprendre à m'imposer, parce que je ne peux pas commencer une conversation par « excusez-moi de vous déranger, en fait ». Ça, c'est pas possible. Et ça, le fait d'être toujours la petite, celle qui dérange, celle qui veut pas trop déranger, celle qui veut surtout pas embarrasser les autres, c'est quelque chose qui m'avait été... Enfin, tu vois, qui a été, en tant que jeune femme dans ma famille, c'était une qualité, quoi. Donc, il a fallu que je me dise, bon, il faut quand même que tu ailles dire j'ai besoin de la thune là sur la table. Ça serait vraiment bien que tu crois en moi. Et ça, c'est un apprentissage. Alors la thématique du printemps du podcast, c'est prendre sa place. Et aujourd'hui, la carte blanche avec le Media Lab 93, on a la chance du coup d'être là sur scène pour le crossover. Mais il y a aussi des incubés dans la salle qui veulent aussi prendre leur place et s'exprimer par leurs médias. Grace, quels sont les conseils que tu donnerais aux personnes qui souhaiteraient faire entendre leur voix et prendre leur place ? Mais je dirais qu'il faut foncer. Oui, je dirais qu'il y a de la place pour tout le monde, qu'il faut creuser, que c'est qu'en fait c'est à mon sens la création c'est un travail de fourmi, c'est-à-dire c'est un travail d'artisanat. Il y a énormément c'est très fastidieux, c'est très minutieux, et il faut y aller, il faut consacrer du temps, si c'est important pour vous, il faut consacrer ce temps-là, il faut le mettre de côté. Et ça, c'est très difficile aussi. Par exemple, quand on est pris dans des obligations familiales, on utilise le mot sacrifice, mais moi, je ne pense pas que ce soit ce mot-là qu'il faut utiliser. Je pense qu'il faut dire que c'est des choix. Parce que dans le terme sacrifice, il y a un côté vraiment en fait, c'est pour le bien. Mais en fait, si toi, tu n'es pas bien, tu ne seras pas une bonne personne et tu ne seras pas un bon parent. Donc, on ne peut pas utiliser ce mot-là, ça le dénature en réalité, quoi. Et donc de pas se brider. Et pour ceux qui voudraient prendre leur place tout en choisissant la voie de l'entrepreneuriat, tu parlais de précarité, d'instabilité. Comment toi, tu t'es organisée et à quel moment tu as quitté le salariat alors que tu as 3 enfants ? Pas évident. Ouais, parce qu'en fait, je les ai mis dans le privé et ça coûte hyper cher. Et donc, c'est hyper compliqué parce que ça veut dire qu'il faut avoir quand même... il faut pouvoir assurer. Il faut pouvoir... moi, il y a des fois où je ne peux pas emmener mes enfants en vacances, donc je suis hyper déçue pour eux. J'essaie de trouver d'autres solutions. Oui, donc je passais par des statuts. Je n'ai pas été salariée depuis que j'ai été enceinte. Donc, je suis partie en congé maternité en sachant que je ne reviendrai pas. Et après, je me suis faite à l'idée que ça allait être compliqué, qu'il fallait que j'ai de quoi subvenir aux besoins de ma famille et mes propres besoins. Donc ouais, j'ai eu plusieurs statuts, donc auto-entrepreneuse, autrice, intermittente, chômeuse, voilà. Tu jongles. T'es obligé de je sais pas si c'est un parcours obligé. En tout cas, je connais beaucoup de gens qui sont dans cette situation sans que ce soit... parfois c'est difficile, parfois ça l'est moins. Il y a des moments où c'est vrai que ça va mieux, hein. Donc, mais il faut pouvoir. C'est aussi mettre de côté comme la petite fourmi pour que quand la bise soit venue là. Et qu'est-ce que tu as envie de transmettre du coup à tes enfants sur cette notion de travail, d'épanouissement au travail, de prise de risque ? Je leur dis de ne pas faire trop d'écran. C'est ça que je leur dis tous les jours. Ne faites pas trop d'écran. Non. En fait. Ce que je leur dis sur le travail, c'est que, en fait, je leur montre parce que ils me voient tous les jours faire ce que j'ai à faire, et je pense que c'est comme ça que ils apprennent. Et je leur explique que quand ils font un truc, que ce soit un exposé en technologie ou
un projet personnel comme, tu vois, s'inscrire au stage de tennis, ce qui est important, c'est qu'ils sachent que ça demande du travail. En fait, c'est du travail. En fait, c'est de la discipline et que s'ils ont s'ils retirent un plaisir à faire une compétition de gym, ou tu vois, il y a un goût du travail et le fait de se donner, en fait, de se dire bon voilà, je me fais un petit planning. Demain, je fais roulade. Après-demain, je fais rondade. Et en fait, à la fin de cette semaine de travail, je peux obtenir une satisfaction qui est de passer devant des dizaines de personnes et finir mon enchaînement. Je trouve que ça, je pense que c'est un bon le sport, c'est ce qu'on utilise souvent, parce que c'est vrai que ça permet de goûter à l'effort, et ça permet aussi de goûter à l'adrénaline de réussir quelque chose devant beaucoup de gens et tout. C'est vraiment important. Mais sinon, oui, je leur dis de s'écouter, d'être proche de ce qu'ils veulent faire, et de rester à l'écoute de soi. Ouais. Donc s'écouter, être discipliné, être à l'écoute de soi. Par rapport à tes activités, donc ton cœur d'action aujourd'hui, c'est les questions raciales. Comment est-ce que tu transmets à tes enfants? Comment est-ce que tu fais de la prévention pour qu'ils se protègent du racisme? Alors, s'agissant de la question éduquer ses enfants sur la question du racisme, c'est très naturel chez nous, en fait. C'est que, par exemple, raciste par raciste, c'est un jeu qu'on fait. C'est raciste ou c'est pas raciste, maman? Tu vois, c'est sexiste ou c'est pas sexiste? En fait, c'est des discussions qu'on a dans la famille. C'est-à-dire que c'est pas facile, en fait, de comprendre le contexte dans lequel on évolue. Et pour plein d'enfants, c'est pas clair, en fait. Et ils apprennent en regardant comment leurs parents font. Et donc, ils rentrent à la maison avec une question: ça, c'est raciste ou pas, maman? Et donc moi, je leur explique si c'est raciste, pourquoi c'est raciste, si c'est pas raciste, pourquoi c'est pas raciste. Et je leur dis, voilà, ça c'est qu'est-ce que tu ressens? Comment est-ce que... Parce que moi, j'étais pas là au moment où ça a été dit, j'étais pas là au moment où ça a été fait. Donc, ça, c'est moi ce que je pourrais te dire. Mais toi, dis-moi qu'est-ce que tu en penses? Et très rapidement, en fait, les enfants sont très, très conscients de ça très tôt. Très tôt, je veux dire, à la maternelle, ils savent qu'il y a des gens qui sont moqués, d'autres qui ne sont pas moqués. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas besoin, ils sont très affûtés là-dessus. Hein. Il y a en plus, moi, j'interviens dans des petites classes aussi sur ces questions-là. On a très vite compris que les enfants savaient identifier les problèmes, et savaient aussi à qui le dire. Ils savent à qui ils peuvent faire confiance sur ce genre de... Et moi, je veux être une personne avec qui mes enfants peuvent en parler avec confiance, c'est-à-dire me dire quelque chose, et que je sois un soutien, je sois une aide, et qu'ils ne se retrouvent pas dans cette situation où ils se sentent seuls, où ils se sentent isolés, parce que le racisme, c'est hélas un fléau qui s'abat sur beaucoup de personnes, et qui sévit encore de nos jours extrêmement, de manière très rude, et que c'est vraiment, enfin, je veux dire, il faut en faire une priorité du quinquennat, quoi. Enfin, voilà. Alors, en préparant ce podcast, Grace nous a proposé de prendre des questions du public. On va prendre 2 questions, parce que l'épisode va bientôt se terminer. Si vous avez, s'il y a des gens du public qui ont des questions, vous pouvez lever la main et aller au micro. C'est un peu impressionnant, mais en vrai, ça va. Bonsoir et merci pour vos interventions. Moi, j'avais une question sur la transmission aux enfants. Est-ce que vous avez un dilemme où, en gros, vous avez à la fois envie que vos enfants se défendent et prennent des positions, mais en même temps, vous voulez les protéger d'une surexposition, parce qu'on sait qu'en fait, défendre des opinions comme celle-ci, c'est aussi prendre un risque en société. Oui, merci pour votre question. Évidemment qu'en tant que parent, notre rôle, c'est de faire tampon par rapport à plein de choses qui sont très violentes dans la société. Donc, je ne vais pas leur montrer... je leur montre pas, par exemple, I May Destroy You, quoi, comme série Netflix. Par contre, je peux pas les protéger de ce qui se passe déjà dans leur vie. C'est-à-dire que quand les interactions individuelles qu'ils ont à l'école, dans la cour de récréation, avec les professeurs, dans la rue, ils sont déjà très conscients de ça.
Je ne peux pas les protéger de quelque chose je ne suis pas dans leur vie à tout moment. Et je ne pense pas que ce soit une bonne chose que leurs parents soient dans leur vie à chaque moment pour leur dire je te tiens la main et s'il y a un problème, tu vois, je suis là. Je suis là s'il y a un problème et que tu viens m'en parler, évidemment. Mais je souhaite qu'ils aient un outil pour reconnaître en fait l'expression du racisme quand elle se manifeste. Et c'est important pour se protéger, justement, il faut savoir le reconnaître. Et donc moi, c'est ça que je souhaite. Il n'y a pas de... je pense qu'il n'y a pas de surexposition. Ils sont déjà sur les écrans. Mes enfants, ils sont adolescents, donc ils sont sur les écrans. Et il y a des études qui disent que à peu près peut-être 50% des gamins à 10 ans, ils ont déjà vu du porno. Donc c'est pas moi qui vais, je vais pas mettre, ça ne marche pas en fait. Nous on a vu du porno à leur âge, enfin pas à leur âge, on a vu du porno très tôt et aujourd'hui les enfants voient du porno de plus en plus tôt. Il y a rien, enfin je dis pas qu'il y a rien à faire, je mets des contrôles parentaux, je fais tout ça, hein, mais je sais que c'est pas ça qui va tout éviter. Et donc je veux juste qu'ils soient outillés au moment venu. Est-ce qu'il y a une dernière question du public ? Ouais, n'ayez pas peur. Il n'y a aucune question bête. Est-ce que Tinuan, toi, tu as une question pour finir cet épisode à Grace ? Si c'était à refaire, tu referais tout comme tu l'as fait ? Pas ce sujet. Hein. Non, il y a plein de trucs que je ferais mieux. J'aimerais mieux mes parents, je pense. Je pense que je serais plus indulgente avec les gens qui l'ont été avec moi et je ferais ça plus tôt, quoi. Je ferais ça plus tôt. Quand je vois maintenant des gens qui sont mineurs, qui viennent dans des conférences, je me dis waouh, si moi à 17 ans j'avais pu penser qu'il y avait justement ces livres, ces films et tout, bah vraiment j'aurais tout bingé très vite. Hein. Alors banh mi, c'est le nom du podcast. Est-ce que tu manges des banh mi, Grace ? Oui. La vie, c'est comme un banh mi. Il nous faut les meilleurs ingrédients. Quel ingrédient, toi, magique, tu mettrais dans ton banh mi pour sublimer ta vie ? J'ai le droit de... Alors, enfin, moi, je pense qu'il faut du magie et du piment. Ça, c'est hyper important. Le magie, c'est hyper important. Et donc, moi, j'adore... Alors, je vais vous dire, hein, mes petits... J'adore le tofu piquant de Saigon Sandwich à Belleville, là. Très, très bon. J'aime beaucoup le galette végétarienne de pâtisserie de saison, que je salue, que je l'aime beaucoup. Très très bon. Et le spécial tout fait maison de Canly Queen chez Nonette, hyper bon. Voilà, je vous le conseille. Et si, en fait, le banh mi, c'est une baguette française avec des ingrédients asiatiques, vietnamiens. Et si tu pouvais mettre ton ingrédient à toi pour sublimer ta société française ou le futur français, ce serait quoi ? Par exemple, sur ce fauteuil, Frédéric Shaw avait dit l'harmonie. Toi, est-ce que tu aurais... C'est un poète, Frédéric Shaw. Moi, je dis sriracha. Beaucoup de sriracha, beaucoup de piment. Beaucoup de piment, les enfants. Ok. Est-ce que tu as des dernières découvertes qui sont liées à l'Asie ? Que ce soit en film, musique, ouais. Bouquin Je suis en train de lire la biographie de la poétesse révolutionnaire Qiu Jin par Françoise Daubonne, que je vous conseille. Est-ce que tu as une musique avec laquelle tu voudrais terminer cet épisode ? C'est une musique de Yipsy Man. Yipsy Man, c'est une chanteuse hongkongaise que j'écoutais quand j'étais petite. Voilà. C'est parti, générique. Merci Gracely, merci le public, merci Ground Control. J'espère que vous avez aimé cet épisode un peu spécial, enregistré en live avec un public et qui a été réalisé en crossover avec le podcast La Reprise de Tinuan Femme, grâce au Media Lab 93 et à la carte blanche qui nous a été offerte par le Ground Control et le Printemps du podcast. Merci à Gracely
d'avoir accepté notre invitation et d'avoir pris le temps de nous partager sa reconversion, son parcours et ses engagements et de s'être confié sur sa maternité qui l'a reconnecté à ses origines et à la transmission de son héritage à ses enfants. Merci à vous d'écouter, de regarder Banmi Podcast et de continuer à partager les épisodes à ceux que vous aimez. Pour soutenir le média et pour continuer à le faire vivre, partagez, commentez sur YouTube, mettez des étoiles sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou sur vos plateformes de podcasts préférées. Vous pouvez aussi nous soutenir sur Hello Asso. Nous avons ouvert une boutique en ligne avec les créations des illustratrices Banmi. Vous pourrez découvrir des créations de t-shirts Banmi. Et si comme Grasly, vous êtes fan du Magie, vous retrouverez votre sauce soja préférée en t-shirt sur la boutique. Il y a aussi des cartes postales illustrées sur la cuisine asiatique et le poster du signe astrologique de l'année 2022, le tigre. Vos contributions nous permettront de faire vivre l'association et de continuer à créer, réaliser et produire des contenus audio et vidéo. C'était l'avant-dernier épisode de la saison 2 de Banmi Podcast. Et oui, c'est bientôt fini. On se retrouve très vite pour le dernier épisode. À bientôt.